Une annonce historique. Ce mercredi, à partir de début 2022, les clients pourront réparer eux-mêmes leur iPhone ou leur Mac avec plus de 200 pièces détachées d'origine et des outils qu'Apple vendra sur un store dédié. Une grande victoire pour les partisans du droit à la réparabilité. Ce sera l'info de la semaine dans un instant. À 8 jours du Black Friday et à 6 semaines de Noël, Apple met en garde contre une pénurie de produits à venir, mais Apple commence aussi à rattraper son retard avec des délais de livraison des nouveaux MacBook Pro notamment qui diminuent. Quand Cupertino justifie certaines décisions contestables avec la pénurie de composants pour gagner encore plus d'argent, ce sera l'entrée du menu du dîner d'Eli. Et puis le tuto audio, comment revenir à Morave quand vous êtes passé à macOS Big Sur ou à Monterey. Rétrograder le système d'exploitation, c'est une chose, mais vous devrez aussi abandonner l'APFS pour revenir au HFS+, autrement dit à l'ancien format de fichier sur votre disque de démarrage. Quasi impossible à son arrivée, la manip est désormais simplissime, il y a juste un truc à savoir, et je vais vous dire lequel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode 65 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, le 13e numéro de la saison 2. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Je suis Benjamin Vincent et c'est un bonheur de vous retrouver, même si l'équipe est décimée. François Letruedi qui essaye d'attraper la queue du Mickey et Jean-Christophe Vigne déballe ses cartons à San Francisco. C'est pas grave les amis, vous êtes excusés tous les deux. Heureusement pour moi, Elia Abitbol et Gilles Dounès, eux, sont de vrais amis et ils sont au rendez-vous du jeudi avant 20h. Bonjour à tous les deux les amis. Hello. 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 Quoi de neuf Gilles ? Tu en as parlé, il va falloir fourbir ses tournevis et ses lunettes grossissantes. On va en parler tout à l'heure. Et ça va pas être triste. Hein. Ellie ? Tout va bien, chef. Tout va bien. Présent, chef. Donc, tu t'attends à voir revenir des iPhones et des Mac encore plus endommagés ? La réponse est non. Parce que nous avons adopté maintenant une décision depuis un certain temps. C'est que nous ne touchons pas un produit qui a été dépanné ailleurs que dans un centre de maintenance agréé ou dans un Apple Store. Parce qu'à partir du moment où on le touche, c'est notre responsabilité. Donc on a refusé comme ça plusieurs pannes. Et honnêtement, c'est mieux pour tout le monde, je crois. Alors les vrais bricoleurs, très bien, ils peuvent essayer. Mais on va en parler plus en détail, mais je peux vous garantir que ça ne va pas être simple. Hein. Bon. Ellie, tout à l'heure, tu seras au fourneau pour ton célébrissime dîner. Est-ce qu'on va se régaler aujourd'hui ? Ah oui, ça y est, j'ai repris mon tablier, je l'avais un peu perdu, mais du coup je l'ai retrouvé. Donc le dîner va être sympa parce que l'apéro, l'entrée est un peu croustillante comme tu l'as annoncé. Le plat de résistance va être sympa parce qu'on va parler un peu du futur, vous savez que j'aime bien ça. Et puis alors le dessert, ça va être une apothéose. En tout cas, moi j'ai testé le dessert pour vous et je me suis éclaté. Eh bien écoute, ce sera un plaisir de s'asseoir à ta table tout à l'heure, Ellie, pour ton dîner. Les autres infos de la semaine, ce sera dans Pommes. On parlera de la nouvelle sortie de Tim Sweeney, le patron d'Epic Games, qui s'est trouvé une nouvelle cible. Et Ellie tu nous diras, Ellie, ce que donne l'appli Apple Music, désormais dispo sur les Smart TV LG. C'est vrai. Alors, avec ou sans son lossless et Dolby Atmos, suspense, Ellie, suspense. Chut. Tu nous donneras la réponse tout à l'heure. Les rumeurs de la semaine avec beaucoup de bruit autour du futur casque de réalité augmentée signé Apple. On parlera aussi Wi-Fi 6E annoncé sur l'iPhone 14 également, mais ça pourrait ne pas être une aussi bonne nouvelle que ça. On verra pourquoi. Et puis, et si Apple faisait monter les enchères pour acheter le championnat de France de Ligue 1 ? Enfin, le tuto audio. Comment revenir à macOS Morave quand on est passé à Big Sur ou Monterey ? Alors, d'un côté, il y a l'OS, bien sûr, mais il y a aussi le système de fichiers. Il faut revenir au HFS+.
C'est possible et désormais c'est très facile et je vous expliquerai comment faire dans ce tuto audio. Merci de votre fidélité à iWeek, merci à nos contributeurs sur Patreon, patreon.com/iWeek, pour nous aider vous aussi, pour faire comme eux et rejoindre la communauté iWeek sur Patreon. i5, exclusivement sur Apple Podcast, notre rendez-vous quotidien, 5 infos, 5 minutes, 5 jours par semaine pour moins de 4 € par mois. 3,99 € seulement, sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit. Alors essayez i5 sur Apple Podcast et l'essayer, c'est l'adopter. Enfin Twitter pour nous suivre @iWeekNews et le hashtag pour échanger avec nous entre chaque épisode iWeek LSA. Voilà, c'est parti pour ce numéro 65 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et avant de passer à l'info de la semaine et à cette annonce historique d'Apple sur le droit à la réparabilité, est-ce que vous connaissez Clean My Mac X ? Ça fait 13 ans que cette utilitaire existe, vous en avez forcément déjà entendu parler. Clean My Mac X, c'est un tout-en-un à l'interface super sobre qui vous permet de maintenir votre Mac à 100% de ses capacités. Un Mac clean, rapide comme au premier jour et protégé des malwares. Alors comment ça fonctionne ? Alors, évidemment, vous commencez par télécharger Clean My Mac X, il est sur le Mac App Store, c'est une vraie garantie de sérieux. Vous installez l'application et dès le lancement, Clean My Mac X vous propose d'analyser votre Mac en profondeur. Il va rechercher les fichiers inutiles, identifier les menaces potentielles, analyser la performance de votre Mac pour l'optimiser. Alors moi, je suis toujours à la recherche d'espace sur mon disque. Je cours après l'espace vide, l'espace libre. Je fais donc déjà moi-même la traque aux fichiers inutiles et je croyais que j'étais pas trop mauvais, mais c'était avant que je lance l'outil de recherche de fichiers inutiles de Clean My Mac X qui a trouvé plus de 47 gigas que je pouvais supprimer sans aucune conséquence. Côté protection, rien à dire, j'étais OK. Pas de menace identifiée sur mon MacBook Pro. Ça fait toujours du bien de savoir qu'on est tranquille. Et puis côté performance, il y avait 3 tâches à exécuter, libération de RAM, vidage de cache DNS et exécution de script de maintenance. En un clic, c'était fait. En tout, Clean My Mac X, c'est 49 outils, du videur de corbeille au pluriel pour plusieurs applis, pour toutes les applis même, au désinstalleur propre. J'adore notamment une fonction qui s'appelle Télescope et qui identifie les fichiers et les dossiers les plus lourds pour nous aider à faire de la place. À nouveau avec l'expertise de MacPo, l'éditeur de Clean My Mac X qui existe depuis 2008. C'est très important pour un utilitaire qui a accès à votre système. Ne le confiez pas, ce système, à n'importe qui. D'ailleurs, Elie, je crois que tu utilises toi aussi Clean My Mac X depuis un moment. Absolument, je l'utilise pratiquement depuis le début, donc je l'ai vu évoluer et à chaque fois il y a des nouvelles fonctions qui apparaissent. Un truc qui est incroyable, c'est que même avec 16 Go de mémoire, moi ma mémoire elle est tout le temps saturée. Et là on fait libérer et je suis passé de moins d'1 giga de mémoire sur mes 16 à carrément 12 Go. Donc, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. On peut tester la vitesse de son réseau. Enfin, vraiment, c'est un outil qui est devenu indispensable. Et pour profiter des 5% de remise qui sont réservés à vous, chers auditeurs d'iWeek, allez sur macpo.app/iWeek, macpaw.app/iWeek. Clean My Mac X pour un an vous reviendra à seulement 37,95 €. Merci à MacPo et à Clean My Mac X de soutenir iWeek, la semaine Apple, le podcast. Dans un instant, l'info de la semaine. On va tous pouvoir réparer nos iPhones et nos Macs l'année prochaine. À tout de suite. L'info de la semaine, c'est cette décision d'Apple annoncée hier mercredi. À partir du début de l'année prochaine, Apple vendra ses pièces détachées d'origine aux particuliers comme aux professionnels pour leur permettre de réparer leur Mac ou leur iPhone, entre guillemets, à la maison. C'est une petite révolution, sous la pression évidemment de la loi américaine en préparation sur le droit à la réparabilité qu'Apple anticipe. Alors je me tourne tout de suite vers toi, Elie, pour te demander ta première réaction quand tu as appris cette nouvelle mercredi dans l'après-midi. Eh bien, en 2 mots, c'est au secours. Parce que c'est bien dans la théorie que tout le monde puisse réparer, bricoler, etc. Mais il faut savoir que les produits Apple, le démontage des produits Apple, ça s'adresse à vraiment des professionnels. À une époque, c'était extrêmement facile. Il suffisait de changer de module, ça s'emboîtait, ça se déboîtait, c'était un Lego.
Maintenant, je mets au défi quelqu'un qui n'a pas suivi des tutos, qui n'est pas extrêmement habile de ses mains et qui vraiment est super soigneux, de démonter un produit actuel. Par exemple, un MacBook Pro, c'est juste un cauchemar parce qu'il y a une quantité de vis incroyable qu'il faut ranger sur un tapis, magnétiser exactement au bon endroit parce que sinon vous ne le remontez pas, il y a une dizaine de vis que vous ne pouvez pas placer. Ensuite, dès que vous commencez à l'ouvrir, il faut penser qu'il y a une petite nappe qu'il faut décrocher avec un outil spécial. Si jamais vous l'oubliez, vous cassez la nappe. Et alors là, vous êtes parti pour un changement de pièce qui coûte très très cher. Et je ne vous parle même pas des iPhones. Hein. Le nombre de techniciens chez nous qui sont certifiés, qui ont passé des examens, qui ont suivi des vidéos, c'est des semaines d'entraînement, et qui, de temps en temps, font une petite gaffe, parce qu'à force d'habitude, ils ne pensent pas à remettre le tuto qu'ils devraient avoir sous les yeux tout le temps. Hein, même, c'est comme un pilote dans un avion. Et qui font une petite fausse manip qui peut nous coûter des centaines d'euros après. Et c'est des techniciens professionnels. Hein. Donc, c'est déjà arrivé même aux plus vétérans chez nous. Donc, je ne leur en veux pas, et je sais que moi, ça me coûte de l'argent, parce que je sais qu'ils font de leur mieux. Mais alors, mettre ça entre toutes les mains, moi, je dis, on verra. Gilles, ta première réaction à toi? J'ai été de suite voir sur le site des communiqués de presse français. Et le communiqué de presse était présent, disponible dans la foulée, ce qui n'est pas systématique et qui montre l'importance que ça revêt aux yeux d'Apple. Et d'autre part, j'ai à peu près la même réaction que Kelly. Je me suis dit, les gars qui vont s'attaquer à ça, il va falloir qu'ils aient quelqu'un à côté pour leur éponger le front, tellement ça va demander de concentration. Et puis il faut savoir faire, c'est pas... Non, ça s'improvise pas, il faut avoir un BTS en électronique au moins, ou être vraiment... c'est fait pour la galerie en fait. Oui. C'est fait pour la législation. Il y a cette possibilité, mais ça me fait penser aux vidéos à ne pas faire chez vous ou en dehors de la présence d'un adulte. Je ne sais pas si vous avez vu le visuel. Ils ont mis une fille. Bon, c'est l'air du temps oblige. Et il y a des lunettes loupe pour bien voir, pour bien marquer la minutie. Le tapis antistatique relié au poignet pour éviter de mettre de l'électricité statique. Et le tuto disponible à la vue sur l'iPad, comme expliquait Ellie. Par contre, il y a un truc qui est très fort, je trouve, c'est... on en a parlé déjà à plusieurs reprises, de ce qu'allaient devenir les pièces usagées. Est-ce que ça n'allait pas faire comme les piles ou l'huile de vidange, partir dans la nature? Or là, c'est très fort. Non seulement il prévoit de fournir un petit sac pour le retour des pièces usagées, comme ils en ont l'obligation, puisqu'ils les fournissent, mais en plus, il y a un petit bonus, une petite remise en numéraire qui sera disponible pour inciter les gens à renvoyer les pièces et ne pas les laisser traîner ou les jeter n'importe comment. Je trouve ça très, 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 très fort, très, très habile. Ouais. Juste les infos essentielles sur cette annonce d'Apple intervenue mercredi. Donc, ça va d'abord concerner les gammes iPhone 12 et iPhone 13, suivi d'assez peu apparemment par les Mac à puce M1. Il est question de 200 pièces détachées et d'outils. Alors, c'est important qu'il n'y ait pas que des pièces, il y a aussi des outils pour faire les réparations. Donc ça ne veut pas dire qu'on saura faire les réparations, mais on aura accès à des outils sans doute spécifiques. Et Ellie, tu connais le sujet, sans lesquels on ne peut pas faire ces réparations. Alors iFixit en vend une partie, mais il y a peut-être des outils que seul Apple possède. Oui, et c'est pas très bon marché, hein, donc je pense que ça s'adressera principalement à des réparateurs, à des gens qui sont des professionnels en fait, hein, pas des particuliers chez eux,
et qui vont avoir la capacité d'investir. Je vous donne 2 exemples. Une machine avec une puce T2, c'est-à-dire, vous savez, l'enclave de sécurité Apple. Il y a toute une série de manipulations et en fonction des pièces que vous changez, il faut resérialiser la carte mère, sinon ça ne marche pas. Il faut, dans le cadre d'un iPhone, dès que vous touchez un des composants, il y a un outil de calibration qui, pour pouvoir fonctionner, a besoin d'un ordinateur qui ne sert qu'à ça, mais vraiment qu'à ça, on ne peut rien mettre d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez un ordinateur à côté. Si vous ne calibrez pas, le téléphone, il ne marche pas. Ensuite, dès que vous touchez à un iPhone 12 ou 13, que vous voulez changer une face arrière parce qu'elle est juste rayée, eh bien, il y a une presse hydraulique fournie par Apple avec ensuite un système de four qui permet de décoller, de recoller la machine et d'appliquer une pression. C'est des outils qui coûtent plusieurs centaines d'euros, si ce n'est pas plus. Et ils sont différents pour chacun des produits. Donc nous, en investissement matériel dans le SAV, il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Et encore, c'est parce que ça fait plus de 30 ans, presque 40, qu'on a ce statut-là. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle machine, il faut commander les pièces, il faut commander les kits, il faut commander les calibrateurs. Et à chaque fois, on en a, c'est des commandes, pour chaque modèle, c'est des commandes minimum de 400 euros, parce que je viens de signer celle de l'iPhone 13, et on était à 470 euros de pièces pour pouvoir le dépanner. Sans quoi, on ne peut pas le faire. Donc, je ne suis pas sûr que Gilles se mette à faire ça dès demain matin, même s'il en a la capacité, mais en tout cas, moi, je n'y touche absolument pas. J'ai vu les tutos, j'ai vu les techniciens faire. Honnêtement, je les laisse faire. Je ne veux pas vous faire peur. Il y a certainement des grands bricoleurs parmi tous ceux qui nous écoutent. Mais c'est, comme a dit Gilles, ne faites pas ça chez vous. C'est réservé à des professionnels. Ouais. D'ailleurs, Apple le précise, la réparation self-service est destinée à des techniciens qui peuvent être en auto-entreprise ou en individuel, mais c'est pas pour le grand public. Il faut s'y connaître. D'ailleurs, Apple fera en sorte que ceux qui veulent commander, je sais pas sous quelle forme ça se présentera, mais ils devront d'abord attester qu'ils ont une certaine expérience, une certaine connaissance de la manière de faire la réparation avant de pouvoir commander les pièces d'origine et les outils sur le site. Et effectivement, dans un troisième temps, comme tu le disais Gilles, il y aura effectivement cette voie de retour qui permettra à Apple de récupérer les pièces usagées ou cassées. Et à la réception, Apple recréditera la carte de crédit, j'imagine, ou le compte du client qui a acheté une pièce de rechange. Alors, les pièces qui seront concernées, est-ce qu'on sait de quelles pièces il s'agit ? Il s'agira par exemple des écrans pour les iPhones. Qui ont besoin d'être calibrés parce que rappelez-vous qu'il y a ce système de Face ID. Donc, et rappelez-vous qu'on on a parlé il n'y a pas longtemps. Si vous changez l'écran et qu'on n'arrive pas à récupérer les informations, juste Face ID est mort. Vous ne l'avez pas sur le nouvel écran. Donc rien que ça, c'est un peu problématique. Mais c'est en train de changer avec la version 15.2 d'iOS, comme on en parlait dans i5. Oui, tout à fait. Mais pour ils vont relâcher les mesures de sécurité ou fournir des outils qu'on ne connaît pas encore. Donc écran, batterie, oui. Appareil photo, capteur peut-être, mais là on commence à être dans le compliqué. Là. L'appareil photo est cité dans le communiqué de presse. Il faut bien insister sur le fait que ça ne sera pas un sport de masse et qu'en plus... à mon sens, c'est un mauvais coup à la lutte contre l'obsolescence programmée, parce qu'il va y avoir de la casse. Oui. Et une petite précision que je tenais à faire, parce qu'on en a parlé hors antenne avec Gilles qui s'inquiétait, de voir que nous allions être submergés de clients qui vont venir avec une machine un peu cassée en disant « j'ai essayé », etc. En fait... Je ne peux pas parler au nom de tous les APR cette fois-ci, puisque je ne connais pas leur politique individuelle à ce sujet. Je vais d'ailleurs les interroger. Et même celle d'Apple, qui va peut-être changer. Eux, ils ont la possibilité de le faire. Mais en tout cas, nous, si on reçoit une machine en SAV qui a été ouverte en dehors d'un centre agréé ou en dehors d'un Apple Store, on ne la prend pas en charge.
Je sais, on risque de perdre des clients, mais il vaut mieux des fois perdre un client que d'avoir une énorme galère. Parce qu'à partir du moment où on la prend en charge, c'est notre responsabilité. Et vraiment, on ne joue pas à ça et on ne le fait pas. Donc ça veut dire, si vous vous lancez, entre guillemets, en solo, c'est à vos risques et périls. C'est un peu ça aujourd'hui, parce que même Apple est très très réticent dans un Apple Store à récupérer une machine qui a été ouverte en dehors du circuit de réparation normal. Mais maintenant, s'il l'autorise, il va bien falloir qu'il le fasse. Donc à la limite, dans le pire des cas, vous pourrez aller dans un Apple Store. Bon, après, ils vont certainement vous facturer quelque chose. Alors, il y a une info qu'on n'a pas, c'est le prix de ces futurs composants d'origine. L'écran Apple d'origine pour l'iPhone 13 Pro Max, vendu Plusieurs sur un centaines store d'euros. comme ça. Plusieurs centaines d'euros, ouais. En fait, nous, Apple, il y a deux prix pour un centre de réparation agréé. Il y a deux prix. Il y a un prix qui s'appelle d'échange, ce qui veut dire qu'on renvoie l'ancien composant pour qu'Apple puisse le vérifier et on en reçoit un nouveau. Et il y a le prix qui s'appelle d'achat, c'est-à-dire, admettons, quelqu'un veut stocker 2 écrans pour pouvoir faire une réparation plus rapide ou autre, dans lequel cas on le paye beaucoup plus cher, mais c'est acheté. Et encore, c'est limité, parce que comme ils essayent d'éviter le marché gris et que tout est sérialisé, on ne peut pas dire je vais commander 10 écrans pour les stocker, pour les refiler à la limite à mon voisin qui est réparateur, pas du tout. Hein. Tout est strictement contrôlé. On va préciser que cette décision, elle intervient à un moment un peu particulier aux États-Unis, parce que cette décision, pour l'instant, elle ne concerne que les États-Unis. Apple dit qu'elle l'étendra à d'autres territoires dans le courant de l'année 2022. Gilles, le droit à la réparabilité est en train de prendre forme dans la législation américaine. Oui, sous la pression des lobbies, des organisations de consommateurs, mais on est dans un système où les gens ont des demandes particulières sans vraiment mesurer tout ce que ça implique. Apple a traditionnellement des clients avec ce que ça comporte de compréhension, d'intégration des droits et des devoirs de chacun, de la relation commerciale. De plus en plus, depuis des années, s'impose la toute-puissance du consommateur qui veut tout et son contraire, et en même temps. Et toutes ces demandes paradoxales vont finir par poser un problème. On demande de plus en plus à la législation, mais les consommateurs vont vite se retrouver en face de la contradiction. Oui. Élie, tu disais qu'un écran d'iPhone 13 Pro Max coûterait plusieurs centaines d'euros en pièces détachées. Est-ce que ça va vraiment valoir le coup, entre guillemets, de prendre le risque de le faire soi-même parce que la différence avec le prix facturé d'un changement d'écran en Apple Store ou chez un APR va pas être énorme. Enfin, risque de ne pas être énorme. Parce que nous, j'espère en tout cas qu'on aura quand même des prix, puisque en tout cas qu'on aura un différentiel de prix, vu les investissements qu'on fait, vu le training, vu tout ça. Et donc, il vaut mieux le faire du premier coup dans un endroit où le prix est raisonnable, même si parler de prix raisonnable quand on parle de pièces détachées Apple, des fois, je sens qu'il y a certains auditeurs qui peuvent se mettre à hurler, ou essayer de le faire soi-même, quitte à prendre le risque de casser un écran et de devoir en commander un deuxième. Moi, j'ai déjà vu même ça chez nous, donc je ne suis pas sûr que ça ne puisse pas arriver ailleurs, de casser un écran. Donc, il faut faire super attention. Si tu n'abîmes pas l'iPhone lui-même, en cassant une nappe ou en perdant des vis. Oui, absolument. Ça reste à voir, mais je pense que Gilles a raison, ce qu'il a dit au début. Il faut répondre à la loi pour ne pas se prendre une amende en milliards de dollars. Le gouvernement actuel veut que tout le monde puisse réparer un écran. Apple est obligé de se conformer à la loi, mais le gouvernement actuel fait aussi beaucoup d'autres choses dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec l'informatique et dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et les gens sont obligés de l'appliquer. Donc c'est comme ça. Bon, tout ça dans un contexte où la pénurie de composants va se prolonger au moins jusque dans la deuxième moitié de 2022. C'est Foxconn, l'assembleur majeur de l'iPhone, qui l'affirme. Il va donc bien falloir prendre son mal en patience.
ça va pas aller dans le sens d'une baisse du prix des pièces détachées, j'imagine, hein, cette pénurie de composants. Non, moi j'ai jamais vu des pièces détachées baisser de prix, hein, en tout cas. Sauf quand il y a eu les batteries, vous vous rappelez, iPhone 6 et 6S où il fallait changer les batteries, où Apple les a fait à un prix qui était incroyable, le Batterygate, où en fait on en a changé des centaines et des centaines pendant un été. Mais bon, ça c'était un peu particulier. Mais c'est là où on a compris qu'ils gagnaient de l'argent sur les pièces détachées, parce que nous on les changeait à un prix donné, prix Apple, etc. Et au moment du Batterygate, on a commencé à les toucher à un prix qui était tellement incroyable qu'on s'est dit, c'est pas possible. Soit ils perdent beaucoup d'argent pour satisfaire les clients, soit ils gagnaient beaucoup d'argent. Donc bon. Merci Gilles, Elie, pour vos réactions à cette info de la semaine. Dans un instant, Pommes, les infos, le journal de la semaine. À tout de suite. Et une bonne nouvelle pour commencer ce JT, Apple commence à rattraper son retard sur les livraisons, Elie. Absolument, et c'est une information sérieuse puisque ça vient de Goldman Sachs qui donc s'est renseigné auprès de certains fournisseurs de composants, etc. Et ils disent que ça y est, ils commencent à avoir un tout petit peu de produits en stock et du coup les délais sont en train de baisser puisque on arrive même sur MacBook Pro, certains MacBook Pro, les délais sont passés... ont été réduits à 4 à 7 jours comparé à plusieurs semaines. Donc, alors je ne pense pas que tous les modèles mettent 7 jours à arriver aujourd'hui, hein, mais bon. Et apparemment en Europe, ce n'est pas encore le cas, on le sait bien, hein, mais il semblerait que ça va s'arranger aussi. Au moins un modèle que j'ai commandé le 28 octobre, donc le jour de l'annonce, si je ne me trompe pas, ou le 22 ou le 28, je ne sais plus, j'ai un doute. Je sais plus non plus. Enfin, le soir de l'annonce, en tout cas, n'est pas encore arrivé. Ah. Il y a certains modèles, nous, on a des Apple Watch qu'on a commandés le jour de l'annonce et qui ne sont toujours pas arrivés et même pas en prévision d'arriver, malheureusement. Je dis ça pour au moins un auditeur qui nous écoute fidèlement et qui attend la sienne. Il a commandé pendant la keynote et il n'est toujours pas arrivé. Apple lance un service dédié aux entreprises de moins de 500 salariés baptisé Apple Business Essentials. Alors aux US seulement pour l'instant, en version bêta. 3 forfaits de 3 à 13 $ par utilisateur et par mois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'équivalent pour les PME de ce qu'est Apple One pour la famille, pour nous particuliers ? C'est un peu pour les entreprises, moi je dirais, et j'ai vu plusieurs articles qui en parlent, c'est un jump killer. Parce qu'en fait, on parle de quoi ? On parle d'un système qui permet à une entreprise, ils disent, de 15 à 500 personnes, mais bon, minimum 15, hein, et qui n'ont pas un vrai service informatique, d'avoir un système d'enrollment, c'est-à-dire qu'il y a une console maître où quand quelqu'un arrive dans une société par exemple, on va juste saisir son adresse mail qu'on aura créée et automatiquement, on va lui donner un mot de passe bien sûr, on va pouvoir envoyer directement dans sa machine qu'on va déballer. Le fait de se connecter en Wi-Fi et de se loguer, on va pouvoir lui loguer le mot de passe du Wi-Fi, elle n'aura pas à le taper. On va lui installer certaines applications, on va lui installer peut-être un certain nombre de fichiers, des endroits où pouvoir déposer ses documents sur des serveurs. Donc on va paramétrer le produit, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, directement. Et en plus, on va pouvoir gérer le parc, donc savoir qui fait quoi, effacer éventuellement l'ordinateur ou le téléphone si la personne quitte la société, lui interdire certaines choses, certains services. Si par exemple on veut empêcher que les gens passent la journée sur Facebook ou sur YouTube, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir imposer puisqu'on parle de machines professionnelles et donc faciliter la tâche et la maintenance, éviter qu'on puisse installer un logiciel sans l'accord de l'administrateur. Des choses comme ça. Donc c'est plus une gestion de parc, ce que fait Jamf très très bien. Hein. Donc, et puis il y aura accès, en fonction des contrats, à une assistance Apple qui va répondre au téléphone et qui va pouvoir les aider, voire prendre la main, puisque typiquement ce sont des machines contrôlables à distance. Depuis 5 ans, Apple finance des campagnes de pub sur Google pour des apps qui ne lui appartiennent pas. Alors, dans quel but ? Eh bien, récupérer ces 30% de commission sur les achats qui seront effectués et aussi
promouvoir l'App Store. C'est Forbes qui a révélé cette info en début de semaine. Apple a rapidement confirmé en précisant que les éditeurs étaient au courant et que beaucoup apprécient ce soutien, entre guillemets. Alors, sauf, j'imagine, quand les campagnes détournent du site des éditeurs, où Apple ne touche rien. Gilles, j'arrive pas à me faire un avis sur cette news. Est-ce que c'est choquant ou est-ce que finalement c'est bien joué de la part d'Apple ? Non, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, on est assez vieux pour se souvenir de Steve Ballmer à la conférence des développeurs Microsoft en train de suant et complètement essoufflé, en train de taper dans ses mains en répétant developers. Ce qui compte, c'est la taille de l'écosystème et le nombre d'applications intéressantes et d'applications que les gens achètent. Or, c'est l'avantage d'iOS. Donc, sur le fond, ça n'est pas choquant, non. Élie, tu as un avis sur le sujet ? Ben écoute, a priori, ça me choque pas. Apple en a déjà fait d'autres et ils se sont assez bien défendus en disant que bien sûr les éditeurs sont au courant et que les développeurs ont été mis au courant dès le départ et que tout le monde, enfin en tout cas une grande partie, sont d'accord. Il y en aura certainement au moins un qui ne sera pas d'accord, on le connaît et on va le citer tout à l'heure. Justement, on va parler de lui tout de suite. Oui. De qui parle-t-on ? On parle évidemment d'Epic Games et de son CEO Tim Sweeney, qui est reparti en guerre. Ouais, c'est fou ça. Je n'en peux. J'avais mis comme commentaire, j'en peux plus de ce mec. Il est devenu antipathique à force. Parce que là, le nouveau coup, c'est qu'il a vu que en Corée, ils ont fait passer une loi concernant le sideloading et les stores parallèles. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé en Corée, il s'est déplacé, il a certainement utilisé beaucoup d'empreintes carbone, vu qu'il a dû prendre son jet privé pour ça. Et il est allé faire un discours très agressif contre Apple, en plus très agressif contre Google. Je ne sais pas pourquoi il leur en veut maintenant, ça y est, Google est devenu aussi le diable, mais vraiment hargneux comme discours, hein. Et en disant voilà, c'est inconcevable, Apple, mais ça y est, c'est bon, laisse faire la justice, quoi. Il me fatigue. Gilles ? Sans compter qu'il veut juste prendre la place d'Apple et de Google et devenir le centre et la plateforme centrale. Il veut mettre en place un store multiplateforme, c'est-à-dire que devenir le soleil autour duquel tout l'écosystème et tout le système planétaire, toute plateforme confondue, va tourner. C'est vrai. Sauf que c'est pas lui qui a développé les plateformes. Il est gentil et c'est pas lui qui développe non plus les API. Mais par contre, on est sûr qu'il voudra prendre sa petite commission au passage, hein. Si c'est son store, lui ce qu'il dit, c'est venez dans mon store et vous pourrez acheter la version iOS, la version Android, etc., voire macOS, tout chez moi. Bon, bah ok, gratuitement bien sûr, hein. Non, je pense pas. Après Apple TV+, et les 3 mois gratuits dont nous vous parlions dans l'épisode 42 d'i5, offre qui a démarré il y a 3 jours, c'est au tour de l'app Apple Music d'arriver sur les Smart TV LG. Samsung avait eu l'exclusivité pendant 1 an, et comme ça fait pile 1 an, voici donc Apple Music sur l'App Store Smart TV LG. Alors il paraît qu'on se croirait presque sur un Apple TV Ellie, tellement l'interface lui ressemble. Est-ce que c'est vrai ? C'était tout à fait vrai. L'interface est exactement la même. On clique avec la télécommande gyroscopique sur le bouton Apple Music. Ça se lance et on a exactement les mêmes menus. On est un peu plus grand, je trouve, par rapport à un Apple TV. Donc ça a été fait pour la télé. Mais c'est au même endroit. On navigue exactement de la même façon. On a les mêmes catégories. On n'est pas du tout dépaysé. On peut faire des recherches. Il y a les mêmes playlists qui s'affichent. Donc c'est presque parfait. Car il y a deux choses qui ne marchent pas. On comptait sur toi pour vérifier si le lossless et le Dolby Atmos suivaient. Et la réponse est non. Hélas, c'est limité au stéréo, de chez Stéréo, en qualité normale. Et d'ailleurs,
les vidéos, puisqu'il y a aussi des vidéos, sont en SDR et même pas en HD. Hélas, alors que c'est des téléviseurs 4K. Donc, c'est peut-être une V1. Mais j'ai fait la comparaison très facilement, puisqu'en fait, sur ma télévision, j'ai un Apple TV, qui est d'ailleurs la plateforme principale. En fait, quand je démarre le téléviseur, c'est l'Apple TV qui démarre. Hein. Donc, du coup, j'ai mis Apple Music côté télé et Apple Music côté Apple TV. Même chanson, même playlist, le tout sur une barre de son Atmos. Ben, quand je lance une chanson depuis l'Apple TV, quand c'est en Atmos, j'ai Atmos qui s'affiche. Donc immédiatement je sais que ça marche, donc Dolby Atmos. Quand je passe de la musique lossless, la chanson affiche lossless, et quand je le fais sur la télé, ni l'une ni l'autre pour le moment. Mais c'est bien, ceux qui n'ont pas d'Apple TV et qui ont un téléviseur LG, ils ont de la musique en stéréo, hein, donc bon, c'est déjà pas mal. Elle n'est pas lossless, mais bon. Première étape. Oui. Mais c'est bien pour une V1, moi je dis très très bien. Une nouvelle fonction bientôt dans Google Maps sur votre iPhone. Alors elle s'appelle Area Business avec un Y. Elle vous indiquera en temps réel s'il y a du monde ou pas dans le quartier que vous prévoyez de visiter. C'est vrai que c'est très pratique si vous avez peur de la foule. A contrario, si vous voulez faire la fête, vous saurez dans quel quartier vous trouvez le plus de monde pour danser dans les rues peut-être. Sur les cartes, vous verrez apparaître un logo Busy Area, lieu très, très fréquenté. Et pour les restaurants ou les magasins, vous aurez un petit graphique avec les heures de pointe. Gilles, Google continue d'avoir une longueur d'avance sur Plan et sur Apple avec de nouvelles fonctions quasiment en permanence. Oui, je me préparais à dire du bien de Google sur ce coup. Et puis, j'ai regardé ce qui est mis en avant. Et en fait, c'est de quoi récupérer de la donnée personnelle encore. Je m'étais fait la réflexion. Ils ont peut-être tenu compte de la pandémie de Covid et des problèmes qui avaient eu lieu au tout début, en pleine phase de déni de l'expansion du virus, où on avait tous ces time-lapse en temps pratiquement réel, où on voyait les étudiants qui convergeaient vers les hotspots traditionnels pour les fêtes de Pâques, où toutes les facs convergent vers la Floride en particulier. Tu veux dire le spring break, tu veux dire le spring break, voilà. Et on voyait les téléphones portables qui s'agglutinaient en pleine pandémie, alors qu'on recommandait d'éviter les regroupements, la distanciation sociale, etc. Et on a vu les gens s'agglutiner et repartir ensuite pour distribuer le virus un petit peu partout. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont tenu compte de ça et ils ont voulu en faire un outil de prévention, et apparemment pas du tout, quoi. Mais en fait, ça fait longtemps qu'ils préparent ça, parce que tous ceux qui utilisent Google, par exemple, pour signaler leur établissement, c'est gratuit, hein. Moi, je le fais pour nos magasins. On met nos horaires d'ouverture. Si jamais il y a un jour férié, ou si on est fermé pour inventaire ou pour autre chose, on le signale. Ce qui fait que quand vous cherchez, par exemple, un de nos magasins sur Google, il va vous dire c'est ouvert, ou ça ferme bientôt, ou etc. Donc c'est pratique. Et comme ils font des stats par rapport à leurs utilisateurs, je suppose, si vous cherchez un grand retailer, je ne sais pas moi, Fnac par exemple, hein, pour ne pas leur faire de pub, ou un autre, il va vous dire... MCS est un grand retailer. Mais pas encore, mais... Enfin, retailer, oh si, un peu. Bon, un petit. Donc il va vous donner les horaires où il y a le plus de monde. Et donc avec une courbe dans la journée, donc il peut vous dire... Entre 10h et 11h, il y a beaucoup de monde. Par contre, si vous venez à 10h30, il y a moins de monde. Et ça, c'est pratique. Et si avec ça, ils l'étendent au niveau d'un quartier, il peut vous dire, dans ce quartier-là, un quartier commerçant, un quartier boutique de luxe, à Paris, il y en a plein, il peut vous donner les horaires où il vaut mieux pas y aller, si vous ne voulez pas faire de queue.
Les mises à jour de la semaine, on commence par une mise à jour du firmware des AirPods Pro et des AirPods 3. Alors on n'a aucun détail comme assez fréquemment sur ce qu'elle apporte. Les AirPods Pro passent en version 4A402 et les AirPods 3 passent de la 4B61 à la 4B66. Bon, ça nous permet de rappeler que la mise à jour des AirPods, elle se fait un peu quand elle veut. Ça marche. Ah, ça y est ? Ouais. Mais je te dis qu'Apple nous écoute en temps réel. On en a parlé dans High Five. La mise à jour est arrivée, c'est magique. Donc elle n'a pas eu lieu la nuit, ce qui est généralement le cas. Mais non. C'est comme quoi, hein. Parce qu'on a enregistré, donc c'était le High Five de mercredi. Oui. Qu'on a enregistré. Mais elle est arrivée assez vite. Hein. La mise à jour n'avait pas encore eu lieu. Ouais. Et donc là, on est quelques heures plus tard et elle a eu lieu. Oui. Et pourtant, j'ai rien fait de spécial. Hein. Bon, j'ai suivi tes conseils. Hein, donc, j'ai ouvert, fermé, je l'ai laissé branché sur le secteur et à côté de l'iPhone pendant un certain temps. Puis après, je l'ai oublié. Et puis, je l'ai repris juste avant l'émission pour vérifier. Donc, et puis, elle était faite. Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Hein. Peut-être que là, je ne suis plus qu'en stéréo. Je ne sais pas. Peut-être que ça ne marchera plus. Mais non. Les mises à jour apportent toujours des petites choses. Mais on ne sait pas quoi. Bon. Alors, pour vérifier quelle version du firmware vous avez sur vos AirPods, je vous rappelle comment faire. Vous allez dans Réglages sur votre iPhone, puis dans Général, Informations, et trouver la ligne avec les AirPods à votre nom. Vous aurez la version du firmware. La prochaine version d'iOS floutera les images de nu qui pourraient s'afficher dans Messages sur les iPhones utilisés par des enfants. La fonction avait été présentée au mois d'août. Elle apparaît dans la dernière bêta d'iOS 15.2. Elle a pour but de protéger les enfants de contenus inappropriés qu'ils pourraient recevoir. Le floutage s'accompagnera d'un message explicatif qui donnera le choix aux enfants de déflouter l'image ou pas, en expliquant qu'ils peuvent ne pas la regarder. Ils auront aussi le choix d'alerter une personne de confiance à propos de cette image. En revanche, et c'est la grosse différence avec ce qui avait été présenté initialement par Apple, les parents ne seront pas prévenus par une notification dans le cas où l'enfant décide de regarder la fameuse image. Gilles, qu'est-ce que ça t'inspire, cette évolution de cette fonction qui devrait apparaître dans la prochaine mise à jour d'iOS ? Tu vas réveiller le psychologue défroqué, enfin que je n'ai même pas été au bout, mais la sexualité se fait, cet apprentissage et cette découverte se fait en principe à l'abri des parents. Il vaut mieux. S'il y a trop d'emprise, c'est pas bon du tout. Et ça dit quelque chose d'une relation qui est pas saine. Il y a dû y avoir des retours de la part des spécialistes du champ de développement de l'enfance et de l'adolescence et Apple a visiblement entendu, quoi. Les parents n'ont rien à voir là-dedans, quoi. Et les adultes en général, ça ne regarde que les ados entre eux, quoi. Élie, je sens que tu es en désaccord avec Gilles. Je suis en désaccord parce que au-delà d'un certain âge, bon, la liberté, il ne faut pas se mêler et je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Gilles, les parents n'ont pas à se mêler de sexualité au-delà d'un certain âge. Mais là, on parle d'enfants. Et moi, mes enfants maintenant sont grands, mais à l'époque, c'était le début d'Internet, des messageries, des sortes de personnes qui draguaient en se faisant passer pour un copain de classe pour essayer d'attirer des gens. Maintenant, il y a de la vidéo en plus, etc. Je pense que jusqu'à un certain âge, les parents ont le droit et le devoir de contrôler ce que font leurs enfants. Ce n'est pas normal de les laisser aller n'importe où sur Internet. Aujourd'hui, il y a des sites pornographiques où on peut voir des choses où des fois même un adulte peut être choqué. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais il peut y en avoir qui seraient choqués et dire parce que liberté aux États-Unis, le woke est passé par là, il faut laisser tout faire à n'importe quel âge, etc. Ils feront le tri d'eux-mêmes. Je ne suis pas d'accord. La responsabilité des parents est d'élever leurs enfants. Si on le fait correctement, ils ne seront pas traumatisés, mais il ne faut pas les laisser faire n'importe quoi. Et là, ce choix-là d'Apple,
Après, je ne sais pas ce qu'on peut paramétrer dans le temps d'écran ou dans d'autres choses. Et on peut aussi les empêcher d'accéder à un certain nombre de contenus si on veut. Oui. Mais en tout cas, si on donne le choix à un enfant, il voit une photo, ils sont curieux quand même, hein, et on lui dit, bah, là-dedans, est-ce que tu veux vraiment voir ce qu'il y a? Tu peux ne pas regarder, mais si tu veux, tu peux. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Ils vont cliquer dessus. Écoutez, c'est la curiosité, je suis désolé. Hein. Ils vont pas dire, ah non, 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 j'y touche pas. Voilà. C'est mal connaître les enfants. Hein. Bon, en tout cas, moi, pour vous mettre d'accord, moi, je dirais que les parents ont d'autres moyens on va dire de protéger leurs enfants que d'attendre une notification d'iOS. Ça, oui. Peut-être qu'une présence plus constante, une attention plus régulière sur ce que fait l'enfant avec son téléphone sera sans doute plus efficace. Amazon Prime, alors, c'est pas une mise à jour, Ellie, mais tu m'as dit que c'était la première version sur le Mac App Store. Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'explique. Évidemment, on peut accéder à Amazon Prime sur un navigateur depuis que le service existe. Mais, et sur iOS, il existait une application vraiment Prime qui permettait de faire un peu la même chose, mais dans une app dédiée. Comme maintenant, vous savez que les apps iOS, on peut les exécuter sur le Mac App Store quand vous avez une machine donc à processeur Apple. Ben, là, ils ont fait un portage d'app et ils l'ont mise sur le Mac App Store, ce qui permet maintenant d'avoir une app dédiée, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas de Netflix, hein, je rappelle. Mais c'est le cas d'Apple TV+, pour parler des grands streamers. Et donc, il existe une app maintenant qu'on télécharge tout à fait gratuitement hein, sur le Mac App Store et qui permet d'accéder au contenu Prime. Et c'est une app qui est assez sympa, sauf que, comme c'est leur première application, c'est pour ça que j'ai dit oui, mais, donc je suis très content qu'il y ait une app, mais le mais vient du fait qu'elle a été portée peut-être un peu vite, dans le sens où vous avez une app qui s'affiche dans un carré au milieu d'un écran. Bon, très bien. Vous savez que l'interface utilisateur Apple, il y a 3 petits boutons en haut à gauche. Vous voulez du plein écran, vous cliquez sur le bouton vert, normalement vous passez en plein écran. Lorsque vous avez un catalogue Prime sur un navigateur, vous êtes en plein écran, vous pouvez scroller parce qu'il y a beaucoup de titres, etc. Et bien là, le bouton vert, il ne marche pas. Donc en fait, vous êtes dans un carré, vous pouvez agrandir un peu le carré, mais grosso modo, vous avez 2 énormes tiers d'écran qui sont vides. Et donc, c'est pas très pratique pour scroller. Et je me suis dit, mais on fait comment si on regarde un film? Est-ce qu'on va le regarder? Non, là, le film passe en plein écran quand même, parce que sinon, je l'aurais immédiatement jeté. Mais je suis déçu par l'interface, pour l'instant, de recherche, parce que on perd 2/3 de la place d'écran qui servirait justement à rechercher un film. Donc je ne comprends pas, à moins que ce soit un bug et que ça soit corrigé. En fait, au départ, quand vous le lancez, les 3 boutons sont là, et quand vous cliquez sur le vert disparaît et l'écran ne change pas, mais après, il ne réapparaît plus. Donc c'est peut-être un bug. Hein. À voir. Merci Ellie. Allez, dans un instant, les rumeurs de la semaine. Ellie, on parle beaucoup de technologie, de réalité augmentée, de réalité virtuelle du côté de chez Apple ces jours-ci. Oui, les choses se précisent un tout petit peu. Alors pour l'instant, on va plutôt parler de réalité virtuelle, même si on pense que cette sorte de casque que nous avons évoqué à plusieurs reprises, aussi bien dans iWeek que dans i5, permettra de faire un peu les deux. C'est ce produit qui va coûter cher, hein, dont on a déjà parlé, dans les $2500. Et certains analystes hein, qui suivent de très 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 près le développement des produits Apple nous disent qu'il est en train de suivre la même courbe que le lancement de l'Apple Watch, c'est-à-dire nouvelle catégorie de produits, mais nombre d'employés consacrés au projet, nombre de brevets déposés par Apple, etc. Et donc, ils disent, on avait déjà vu ça juste avant l'Apple Watch, et maintenant, on a un peu la même impression pour ce casque-là qui, on le rappelle, devrait sortir en principe peut-être vers la fin de l'année 2022 dans le meilleur des cas, et qui servirait par contre aux développeurs d'applications justement AR à développer le contenu qui lui serait porté sur ces lunettes
qui elle sortirait 2023 dans le meilleur des cas, mais ça pourrait aller jusqu'à 2025 si on écoute Ming-Chi Kuo. Ils disent, le casque... Et Mark Gurman. Ouais. Mark Gurman aussi, absolument. Le casque fin 2022, début 2023, et les Apple Glass entre 2023 et 2025. Et d'ailleurs, il y a eu des infos sur les Apple Glass dans un autre article qui disent que ça va être vraiment le produit incroyable pour Apple, le Next Generation, alors que là, on parle d'un produit un peu de niche, et c'est un produit qui, à terme, pourrait même remplacer l'iPhone. Au départ, ils auront besoin d'un iPhone, aussi bien le casque que les lunettes, mais avec la miniaturisation des composants, etc., peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, mais en tout cas, dans 10 ans, les lunettes pourraient être le téléphone qui affiche des choses, qui capte, qui filme, qui fait tout, et qu'on porte tout le temps sur soi. Après, la batterie, si on ne veut pas que ça pèse comme les lunettes... les Google Glass et Facebook viennent en faire avec Ray-Ban aussi. Hein. Oui, elles sont plus légères, mais elles ne font pas tout. Ils se contentent de filmer les gens à leur insu. Et il y a une caméra, c'est ça, oui. Oui, deux. et de poster ça sur Facebook et Instagram. Gilles? Oui, les batteries ont une nouvelle technologie qui est en train d'émerger, qui pourrait se loger dans les branches. Et l'iPhone a vocation à se fondre dans les lunettes, comme l'iPod s'est fondu dans l'iPhone. Il y a une logique à ça. C'est un peu dans l'air du temps, oui. Enfin, dans la logique des produits. Alors, autre indice convergent décelé ces derniers jours, ce nouveau brevet qui pointe lui aussi vers des lunettes Apple. Et là, il n'est pas question de réalité augmentée, mais de confidentialité, puisque les lunettes afficheraient le contenu de l'iPhone. Ça va dans le sens de ce que tu disais, Élie, à l'instant. Les lunettes afficheraient le contenu de l'iPhone à la place de l'écran pour que ce contenu reste confidentiel, ne soit pas visible par votre voisin. On pense par exemple à des situations qu'on a tous déjà connues dans le métro, dans le bus ou même en avion. Au même moment, le contenu sur l'écran de l'iPhone serait flouté, mais donc affiché en pleine lisibilité dans les lunettes, et ça pourrait être l'une des killer features de ces futures lunettes Apple d'ailleurs. Oui, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité à laquelle on n'avait pas pensé, mais comme à chaque fois, quand on le découvre, on se dit, mais oui, c'est évident que c'est extrêmement pratique. Et je pense qu'Apple est suffisamment intelligent pour gérer justement ce système. C'est un tout petit peu lorsqu'on a une Apple Watch, certaines notifications s'affichent sur l'Apple Watch avant de s'afficher sur le téléphone parce que le téléphone est en veille, l'Apple Watch est au poignet et active et donc la notification arrive d'abord. Je pense que là, Apple est capable de détecter si les lunettes sont sur le front et en marche et le téléphone dans la poche ou en tout cas dans une situation où on ne souhaite pas trop afficher dessus. On floute, on affiche sur les lunettes et après on peut, je suppose, d'un coup d'œil ou en touchant l'écran, basculer de l'un à l'autre si on le souhaite. Mais c'est très intéressant comme idée, en tout cas, ça offre plein de possibilités. Gilles ? Je ne sais pas si Ellie l'a dit, mais ça ne s'affiche carrément pas. Si tu reçois sur l'Apple Watch, ça ne s'affiche carrément pas sur l'iPhone. Tu as raison, oui. Et puis, autre indice, on a découvert cette semaine un site Apple non répertorié à ce jour à Boulder, dans le Colorado, peut-être lié à ces projets dans le domaine de la réalité augmentée. Je vous explique pourquoi. Tout démarre en fait dans une brochure de Crescent Real Estate qui possède donc cette immense surface de bureaux dans 21 immeubles de la région de Boulder. Dans la brochure, il est question d'un occupant de l'univers de la tech. Ça ne peut être qu'Apple parce que la valorisation boursière de l'entreprise occupante est précisée et celle-ci est de plus de 2500 milliards de dollars. Il n'y a qu'une seule entreprise en fait qui vaut autant à la bourse. Alors que fait Apple dans le Colorado ? Un peu loin de Cupertino quand même, à peu plus de 2 heures de vol de la Californie, à l'abri des montagnes.
On se souvient qu'en 2018, Apple avait fait l'acquisition d'une entreprise du Colorado. Elle s'appelle Aconia Holographics et elle est justement spécialisée dans les lentilles pour casques de réalité augmentée. Est-ce que ça pourrait être un troisième indice un petit peu concordant ? Ah oui. Oui, oui, de plus en plus. En plus, si c'est situé en haut d'une montagne, ils peuvent mettre des gardes armés qui tirent dessus sur les journalistes qui essaient de s'approcher en les prenant pour des ours, donc avec des polaires et tout. Ah, je croyais que c'était un ours. Enfin, moi, je rigole, mais si, c'est un vrai indice. Gilles ? Et d'autant que Apple a acquiescé auprès de BizWest que son équipe à Boulder allait augmenter et que ça allait passer à près de 700 employés à l'horizon 2026. Donc, il y a baleine sous gravier, si j'ose dire. On reste dans les rumeurs avec une estimation du nombre d'iPhone qu'Apple pourrait livrer pour Noël. Ellie, 80 millions d'iPhone. Oui. C'est un peu mieux que ce qu'on craignait, c'est un peu moins que ce qu'Apple aimerait. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut se dire que 80 millions, c'est énorme, mais de notre côté, 80 millions pour une saison de Noël, c'est en dessous de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Apple. Donc, c'est ça qui est un peu... c'est un peu dommage, mais en même temps, ça pourrait être pire, vu la pénurie de composants et vu ce qui se passe pour d'autres fabricants, que ce soit de téléphones ou d'ordinateurs. Apple est vraiment parmi les gens qui s'en sortent le mieux, mais pas assez par rapport à la demande. Et pour mettre ces 80 millions d'iPhone d'ici Noël en perspective, sachez que le 11 novembre, le jour des célibataires en Chine, le site chinois de commerce en ligne JD.com a vendu 15 millions d'iPhone en 2 secondes, les 2 premières secondes de la mise en vente. Voilà, le chiffre d'affaires total de cette journée pour Alibaba et JD.com est monstrueux, 139 milliards de dollars. C'était donc le 11-11, le jour des célibataires en Chine. Ça fait rêver. Hein. Ah, oui. Vivement, non, pas vivement, parce que c'est eux qui ont tous nos iPhones. Donc j'allais dire vivement qu'on soit en Chine, non. Mais ça fait rêver quand même. Il y a plus d'1 milliard d'habitants en Chine. Donc, c'est vrai, 15 millions d'iPhone, c'est pas énorme. Enfin, en 2 secondes. Hein. 2 secondes. Bon, le modem 5G d'Apple serait prêt. Alors, pour quels iPhones ? Pour l'iPhone 14, bien sûr, l'iPhone 14. Et l'information avait déjà été relevée par plusieurs leakers connus. Mark Gurman en avait parlé, d'autres en ont parlé aussi. Et là, l'information vient directement quand même de Qualcomm, donc fournisseur de modem 5G actuel, qui prévoit que pour l'iPhone de 2023, enfin, quand on dit l'iPhone 2023, il sort l'automne 2022, il prévoit de fournir 20% des composants pour cet iPhone en 5G. Ce qui veut dire que Apple serait capable de fournir 80% des composants 5G de cet iPhone. Ça veut dire que leur propre puce va sortir. Hein. Donc, ça fait longtemps qu'ils y travaillent, mais elle va bien sortir. Alors, autre rumeur à propos de cet iPhone 14, mais aussi du futur casque de réalité augmentée, ou virtuelle, plutôt augmentée, hein, enfin, je ne sais pas. Toi, tu dis plutôt virtuel, Gilles ? Ouais, moi je dis virtuel. Moi, j'ai dit augmenté pour les lunettes. Pour les lunettes, la réalité virtuelle, c'est vraiment les lunettes fermées avec un écran opaque. Ouais, ça pourrait être mixte et laisser éventuellement passer une image captée de l'extérieur. Mais il faudrait qu'il y ait une caméra pour ça. Mais le produit grand public serait vraiment de la réalité augmentée pour moi. Ouais. Donc, d'après Minchico, l'iPhone 14 et ce fameux casque utiliseront le Wi-Fi 6E, ce qui effectivement donnerait un joli coup de projecteur à cette technologie, mais le choix du Wi-Fi 6E pourrait aussi poser problème à cause de la pénurie de composants. Encore une fois, mais oui.
Et pourtant, ça va arriver fin 2022, donc j'espère que d'ici là, ils vont réussir à mettre en route des usines quand même. mais oui, c'est vrai. A priori, on en prend encore pour un an. Ouais. C'est vrai. Donc, de toute façon, je suis moins inquiet quand même pour le casque de réalité. Dans l'article, effectivement, ils disent mixed reality. Donc, ça veut vraiment dire mixé. Et comme a dit Gilles, on peut imaginer effectivement un casque qui vous isole dans un certain nombre d'applications ou de jeux, parce que vous êtes en réalité virtuelle. Et d'un autre côté, laisser apparaître des informations captées par des caméras, par exemple, s'il y en a, et dans lequel cas, ça serait de la réalité augmentée, et donc comme ça fait les deux, ça serait mixte. Mais encore une fois, ce casque, on a vu les schémas, je ne pense pas qu'il pourra être porté facilement dans la rue. Chez vous, oui, pour faire des choses, mais si vous vous baladez en plein Paris avec un casque à 2500 $, facilement reconnaissable, juste pour montrer que vous regardez en l'air et que ça vous montre des choses, il y a des fortes chances qu'on vous l'arrache de la tête très vite. Donc, Et puis, ce n'est plus une rumeur. Depuis le passage de Tim Cook à C'est à vous, si vous avez raté son intervention, écoutez sa réponse à cette question. Amazon a racheté les droits du championnat français avec la Ligue 1. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous intéresser chez Apple d'arriver sur le marché des droits sportifs en Europe ou en France? Alors, on en parle de temps en temps. Alors, pour l'instant, nous n'avons encore rien à annoncer, mais effectivement, nous en parlons de temps en temps. C'est plus une rumeur, Si Apple se battait bientôt face à Amazon, Canal+, et les autres pour décrocher les droits télé du championnat de France de Ligue 1, le foot en France, une référence à un nouveau framework baptisé SportsKit est apparue dans les dernières bêtas d'iOS 15.2 et de tvOS en lien avec Siri. J'avoue que sans Tim Cook dans C'est à vous, j'aurais pas fait le rapprochement, mais alors là, je me dis que ça va devenir dingue les enchères sur le foot français. Potentiellement, ça peut devenir dingue si Apple entre dans l'arène. T'y crois pas, Gilles? Ça m'étonnerait qu'ils s'intéressent au foot français. Je les vois plutôt sur l'Europa League ou des choses extrêmement fédératrices et avec un effet de levier important. La Ligue des Champions, tu veux dire, parce que l'Europa League, c'est un peu la Coupe d'Europe de deuxième division. Oui, c'est ça, pardon. Oui. Mais un truc au niveau des continents, ils peuvent aussi s'intéresser à la granulation du marché et aller dans chaque championnat, mais c'est déjà une foire d'empoigne avec une inflation au niveau des enchères. Ils ont tellement d'argent. Oui, mais ils ne le jettent pas par les fenêtres. Chaque dollar investi est vraiment un dollar pesé, mûrement réfléchi. Je demande à voir et surtout dans quelles conditions. S'ils chopent la Ligue des Champions, les abonnements Apple TV+, ça va bondir. Ah, ça c'est clair. Ça va décoller, oui. Élie, c'est la recette magique, là. Oui, et je suis assez d'accord avec Gilles, il faut que ce soit, en tout cas pour démarrer, quelque chose de très important. Une Champions League, par exemple, oui, parce qu'il y a des gens qui payent aujourd'hui un abonnement supplémentaire à celui qu'ils ont déjà dans Canal et d'autres choses pour voir un certain nombre de matchs de prestige. Et je parle de Ligue européenne. Par exemple, si vous voulez voir un match du Real Madrid, si vous n'avez pas beIN Sport et vous ne payez pas le supplément, il y a peu de chances que vous arriviez à le voir. Alors que si vous voulez voir... sans vouloir les critiquer, Guingamp contre Lorient, peut-être, je suis pas sûr. Tu vas avoir des ennuis avec François. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit, un peu exprès, mais je ne suis pas sûr que j'investirais. Mais bon, à la limite, j'allais dire PSG, mais je veux pas m'attirer des menaces de mort des nombreux Parisiens qui nous écoutent. Mais comme de toute façon, on va récupérer Mbappé, donc vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est ça. Non mais sérieusement, vous pensez qu'Apple sera présent sur les enchères au prochain rendez-vous d'appel d'offres sur les droits du foot européen en tout cas? Pourquoi pas, mais en tout cas dans le sport, oui, parce que là on parle de sport kit et nous en France quand on pense sport, on pense foot, mais qui vous dit qu'ils sont pas intéressés?
il y a aussi du basket, il y a aussi d'autres sports qui sont très populaires aux États-Unis, qui ont un peu plus de mal à être diffusés en France, alors que si vous mettez des beaux matchs de basket, il y a des joueurs NBA qui jouent en France, hein, donc ils peuvent avoir un public. Et sinon, en ce qui concerne le foot, moi je parierais plus au départ sur effectivement un sport européen, mais vous savez, on parlait de l'inflation des droits. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes qui s'étaient engagées à diffuser du foot français ont eu du mal, et à un moment donné, il n'y avait plus de diffuseurs. Donc ça s'est retrouvé... Des Espagnols. Voilà. Mediapro, ouais. Des Espagnols. Bon, la pandémie ne les a pas aidés. Hein. C'est vrai. Non. Mais à la réflexion, il est possible que ça ne soit pas forcément sur des trucs énormes, mais plutôt... sur du foot féminin ou des trucs très choisis, avec du sens, comme le revendique Apple, ou au contraire des sports de niche, comme Canal avait su le faire au début. Tout à fait. Avec, alors peut-être pas la pétanque, ça serait aller un petit peu loin, mais des choses où... C'est pas gentil. Ni le curling, par exemple. Pour nos amis marseillais. Moi, j'adore la pétanque. Moi aussi. Mais Gilles est seul. Ils se sent seul. On va organiser un jour un tournoi de pétanque à Iwick, tu vas voir. Oui, ou la quille de neuf, si tu veux parler dans le régionalisme. Mais c'est à voir. Je pense qu'on sera surpris de toute façon. Ce qui est marrant, c'est qu'on se pose la question aujourd'hui. On ne se la posait pas il y a 8 jours. Et c'est directement lié quand même à cette petite phrase de Tim Cook qui m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'il confirme qu'Apple s'y intéressait. Mais comme disait Gilles, avec Apple, think global. Il faut que ce soit un sport qui puisse être exporté en dehors de France. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui a Apple TV+ ailleurs puisse s'abonner aussi. Allez, dans un instant, Ellie, ne perds pas la main parce que c'est toi qu'on va retrouver en cuisine pour ton célèbre dîner. À tout de suite. Entrée plat dessert, j'espère que vous avez faim parce que le chef Ellie a mitonné de bons petits plats pour vous et pour nous. Quel est le menu, Ellie ? Quelle est l'entrée que tu nous as préparée ? Eh bien, écoute, l'entrée est très légère et même pourrait vous laisser sur votre faim parce que on pourrait traiter Apple de radin. Ah bon ? Eh bien si, parce que figurez-vous que même quand on gagne des sommes confondantes chaque trimestre, Apple s'est dit qu'il n'y a pas de petits profits. Et donc, comme il y a une pénurie des composants, eh bien, ils ont décidé d'enlever un certain nombre de remises. Et c'est un peu mesquin, mais bon, c'est-à-dire qu'ils ont dit, vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits, on va enlever les réductions qu'on faisait aux entreprises et qu'on faisait aussi dans le marché de la santé, par exemple. Donc, alors, il y a toute une série de professions, par exemple, les journalistes, Benjamin, plus droit aux réductions. Bon, heureusement, tu as déjà ton MacBook Pro tout beau. On n'a plus de réduction depuis des années chez Apple. Hein. Ah bon, écoutez, en tout cas, c'est dans la liste. Hein. Je reprends l'information, ils disent... Avant, Apple accordait des rabais à toute une série de professions, et ils citent les journalistes, l'éducation, la santé, certaines PME, et des flottes. Et ces réductions se sont plus ou moins réduites. C'est vrai que quand on a démarré, le journaliste le rappelle, mais je le rappelle assez souvent, quand on a démarré il y a très 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 longtemps, la campagne qui en France s'appelait « L'avenir n'attend pas », aux États-Unis, c'était Kids Can't Wait. Les réductions pour l'enseignement démarraient à 30% du prix. Oui. Donc, aujourd'hui... On en parlait la semaine dernière. Oui, aujourd'hui, on a un peu de mal à avoir 10%, hein, donc, avec le système Unidays. Mais bon, les produits coûtent aussi un peu moins cher qu'avant. Les marges ne sont pas les mêmes. Non, c'est clair. Hein, si je te parle des marges qu'on avait quand on a créé MCS par rapport à aujourd'hui... Bon, mais c'est un autre sujet un peu pénible que je raconterai dans mes mémoires. Mais bon, voilà. Donc même la santé, pourtant, la santé est en première ligne avec le Covid et tout ça.
Eh ben non. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un qui est cité dans cet article qui dit bon voilà, j'ai essayé d'acheter un Mac pour ma femme avec une réduction en tant que professionnel de santé et les médecins, dit-il. Et donc on lui a dit, Apple lui aurait répondu qu'il n'y avait plus de réduction parce que les délais de livraison étaient trop importants. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Alors, une extrapolation qui dise, est-ce que c'est une stratégie voulue pour gonfler les chiffres d'affaires vu qu'il y a une pénurie? Je ne suis pas sûr. Hein, donc, mais bon, en tout cas, il semblerait qu'un certain nombre de professions ne bénéficient plus de certaines largesses d'Apple. Bon, en tout cas, je te rassure, les journalistes... Moi, ça fait depuis Apple France aux Ulysses, j'ai plus vu de réduction pour les journalistes. Depuis 2003-2004. Ouais. Allez, on passe au plat de résistance, Elie. Oui, et alors là, c'est très sympa parce qu'en fait, c'est une information qui reprend un des domaines préférés d'Apple qui sont les wearables, donc des choses qu'on porte. Donc vous savez qu'aujourd'hui, le wearables, qui devait donc devenir un marché extrêmement important au tout début, quand on a commencé à en parler, au tout début de l'Apple Watch, Apple avait dit c'est le premier d'une énorme série de produits que vous allez pouvoir porter. Donc on a vu l'Apple Watch, on est à la 7e génération, on a vu arriver dans les choses qu'on peut porter, et encore, on a des AirTags, car oui, on les porte sur soi, et on sait que maintenant on ne peut pas d'ailleurs les porter à l'insu de son plein gré, car on est prévenu de ces AirTags espions qu'on aurait pu glisser dans votre sac. Et il y a eu un certain nombre de brevets déposés pour des bagues, donc qui pourraient servir comme accessoire, éventuellement pour la santé. On a aussi parlé de boucles d'oreilles, bon, là, plutôt pour les femmes, quoique on ne va pas typer. Aujourd'hui, tout le monde peut mettre une boucle d'oreille si ça lui plaît. Et le dernier brevet proposé par Apple, c'est plutôt, comment on allait dire, une sorte de tour du cou ou de collier qui contiendrait des capteurs. Et ça donne a priori un certain nombre de possibilités intéressantes. Bon, évidemment, ça peut donner des renseignements sur la température, ça peut donner des informations sur la position de la personne, ou dans certains cas, si c'est au niveau des oreilles, ça peut donner aussi des informations médicales, mais ça c'est plutôt pour des casques, hein, puisque c'est des choses qu'il faut mettre dans le conduit auriculaire. On a aussi parlé auditif. On a aussi parlé dans cet article qui parle un tout petit peu des brevets, on a parlé aussi non pas d'un porte-clés, quoique, mais d'une sorte d'anneau où on pourrait fixer ses clés et qui contiendrait un AirTag. C'est-à-dire c'est plus discret qu'un AirTag parce que c'est simplement un anneau comme vous avez l'habitude d'avoir où vous glissez vos clés, mais il pourrait être équipé d'un petit capteur et ça serait très très pratique comme porte-clés justement. Et en ce qui concerne les bagues, ça pourrait effectivement être utilisé comme un élément de positionnement des mains par rapport à un système dont on vient de parler, de réalité augmentée ou mixte, puisque souvent dans ce qu'on voit aujourd'hui, vous mettez des sortes de gants qui vous permettent de vous positionner pour un jeu, etc. Mais pour de la réalité augmentée, on a besoin de moins de choses. Donc le brevet est multiple. Il parle d'une bague qui pourrait servir à ça, mais il parle aussi d'une Apple Watch qui pourrait être utilisée justement par le système d'Apple pour savoir où est votre bras, où est votre main. Est-ce que vous pointez sur quelque chose? Donc ça pourrait servir un tout petit peu comme indicateur de positionnement. Donc plein de bonnes choses à se mettre sous la dent dans quelques temps. Et puis un dessert, alors vraiment grand écran. Hein. Oui, tout à fait, car Disney Plus a commencé à annoncer aux États-Unis, mais maintenant c'est arrivé en France assez rapidement, qu'une partie de ces films à grand spectacle, on commence par du Marvel évidemment, seront disponibles dans Disney Plus au format
IMAX. IMAX, vous savez, il y a ces énormes salles de cinéma. Je pense qu'à Paris, vous avez le Grand Rex. Aux États-Unis, il y a des salles IMAX comme ça. À Nice, je ne crois pas qu'on en ait, hein, mais en attendant de les voir sur des écrans incroyables, vous allez pouvoir regarder sur votre téléviseur des films Marvel. Aux États-Unis, il y en a 13. En France, pour l'instant, il n'y en a que 8. Parce que certains films très récents sont pour l'instant interdits de diffusion. Je pense par exemple à Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, qui est encore au cinéma, hein, donc, et qui lui est disponible sur Disney+ aux États-Unis. Ou le dernier Avengers Endgame, par exemple, qui est disponible aux États-Unis depuis longtemps et qui n'est pas encore tout à fait disponible en France sur Disney+, mais qui va l'être. Alors, quel est l'intérêt de ce format IMAX pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est que typiquement, dans un film que vous regardez sur Disney+, un film de cinéma, vous avez un ratio qui est de 2,35 à 1. Donc en fait, c'est un film qui est assez, on va dire, allongé, et vous avez 2 barres noires assez importantes en dessus et en dessous, parce que c'est ce format cinéma. Dans un cinéma, évidemment, il n'y a pas les barres, parce que l'écran de projection est beaucoup plus grand. En fait, ce que vous apporte l'IMAX, c'est une image qui est en fait beaucoup plus verticalisée, et ça vous apporte en fait 26% de contenu en plus. C'est pas une image qui est déformée du tout, hein. C'est juste que vous avez 26% de contenu en plus qui apparaît. Les films ont été tournés pour prévoir tout ça, mais ils sont un tout petit peu recadrés. Et j'ai essayé tout de suite, et franchement, l'image est vraiment superbe. J'ai essayé sur un Avengers, j'ai essayé aussi sur Black Widow, et le format IMAX, c'est génial sur un téléviseur. Vraiment, c'est vraiment bien, parce que on dirait que l'image est plein écran. En même temps, il profite pour faire en sorte que ce soit du Dolby Vision. Le son est soit du Dolby Atmos, soit du DTS. Donc, ils ont fait comme dans une salle de cinéma, grand spectacle. Et tout ça, c'est dans Disney+. Donc, directement disponible aujourd'hui et sans majoration de prix. Alors, je vous donne très rapidement quelques titres. Vous avez Avengers, Infinity War, vous avez Black Panther, vous avez Captain Marvel, vous avez Doctor Strange, Iron Man. Donc, de quoi vous éclater en re-regardant et en redécouvrant les films dans ce format IMAX qui, moi, vraiment m'a bluffé. Merci Elie pour ces 3 belles assiettes, je ne peux pas dire autrement. Et merci pour ce dîner. Dans un instant, le tuto audio. Vous regrettez d'être passé aux OS les plus récents. Vous voulez revenir en arrière et à une version qui nécessite d'être en HFS+, au niveau de votre format de fichier. C'est possible désormais et c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Je vous explique comment dans un instant. Le tuto audio, c'est du vécu cette semaine. J'ai eu besoin de revenir dans le passé sur un de mes Macs, un MacBook Pro de 2012, si je ne me trompe pas, que j'avais eu l'idée de faire passer aux versions les plus récentes des systèmes d'exploitation, avec modification du format de fichier pour le volume de démarrage. J'étais resté au HFS+, pendant longtemps, et puis ces nouvelles versions nécessitaient de passer en APFS. Et je me suis rendu compte que mon logiciel de comptabilité n'était pas compatible avec cette version de système. C'était Big Sur, hein, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai le même problème. Et donc il a fallu que je revienne à Morave. Et je me suis donc lancé dans ce chantier. Alors, le plus compliqué, ça n'est pas de revenir à Morave en tant que tel. Vous trouverez très facilement l'installeur de Morave. Vous savez probablement comment créer une clé USB de démarrage. Si vous ne savez pas comment faire, vous trouverez évidemment toutes les infos sur le web. La partie la plus touchy, c'est que vous allez vouloir installer par exemple dans mon cas Morave sur un disque dur qui est passé en APFS,
Et si vous installez Morave comme je l'ai fait sur un disque en APFS, vous allez vous prendre des messages d'erreur dans tous les sens au moment du démarrage pour vous dire que votre disque n'est pas compatible, etc. Bon, ça ne vous empêche pas de l'utiliser, mais on va dire que c'est pas optimum. La meilleure solution, ce serait de revenir au bon vieux HFS+, qu'on a connu pendant des années sur Mac. Alors, à l'arrivée de la PFS, cette manip était présentée comme impossible. En tout cas, elle était très très compliquée au départ. C'est maintenant très très simple avec les versions d'utilitaires de disques que vous allez retrouver sur vos Mac. Il y a une petite astuce à savoir. C'est-à-dire que par défaut, quand vous lancez utilitaire de disque, dans la colonne de gauche, vous avez votre disque interne, vos disques externes et éventuellement les clés USB ou la clé USB que vous avez connectée. Ce qui va nous importer, c'est évidemment le disque interne. Et par défaut, utilitaire de disque affiche les volumes. Vous ne pouvez pas revenir au HFS+, en affichant les volumes. Et donc, quand vous avez lancé utilitaire de disque, vous avez cette fenêtre avec tout en haut à gauche cette case avec une flèche vers le bas. Sous la case, vous avez marqué présentation. Et si vous cliquez sur la flèche, vous déroulez un petit menu avec un autre choix qui est d'afficher tous les appareils. C'est ce qu'il faut faire. Si vous cliquez et si vous choisissez afficher tous les appareils, là, vous allez réellement visualiser le disque en lui-même avec le conteneur. C'est le disque lui-même que vous allez choisir d'effacer. Et donc, en cliquant sur le nom du disque et en cliquant sur effacer, là, vous allez avoir le menu déroulant dans lequel vous allez retrouver le macOS étendu journalisé, qui est le nom compréhensible du HFS+. C'est donc bien cette option que vous allez choisir pour effacer votre disque, pour repartir sur un disque complètement vierge. Et une fois que vous aurez fait cette manipulation, vous serez revenu en HFS+, et là, vous pourrez lancer l'installation de votre macOS Morave, et au démarrage, vous n'aurez plus de message d'erreur parce que Morave sera à l'aise sur ce format de fichier HFS+, qui est son format par défaut. Je sais, Elie, que tu as été confronté à ce problème plusieurs fois. Et oui, et on a eu des demandes de clients et nous-mêmes en interne, on a besoin des fois de downgrader certaines machines pour qu'elles soient compatibles avec notre système de gestion qui n'est pas de la dernière génération, parce que vous savez que les cordonniers et tout ça, bon bref. Et donc c'est un problème qui se pose lorsqu'on reçoit des machines avec un système très récent et on voudrait le faire downgrader. Et c'était compliqué, ça marchait pas bien, mais j'ai pas essayé de faire ce que tu viens de nous décrire, mais on va essayer dès demain matin, promis. Et la bonne nouvelle, c'est donc que non seulement j'ai réussi, mais mon logiciel de compta et de facturation fonctionne à nouveau sur mon Mac. Donc oui, parce que parfait. La solution que j'ai utilisée moi, c'est de créer une machine virtuelle sous Parallels. Et là, oui, ça marche, hein, puisqu'on peut revenir, y compris jusqu'à 10.6, qui lui était... est-ce qu'il était déjà HFS+? 10.6, oui, me semble. Oui. L'ancien système avant HFS+, on ne peut même plus prononcer son nom parce qu'on s'attire la colère des organisations, parce que je vous rappelle qu'il s'appelait MFS. Et MFS, on ne peut plus en parler. C'est du poulet. C'est ça. Nos coups de cœur de la semaine. Je ne sais pas si tu en as un, Gilles, mais je vais commencer par Ellie. Et à ma grande surprise, Ellie, ton coup de cœur, ça n'est pas le 9e et dernier épisode de la saison 1 de Foundation sur Apple TV+. Et tu sais pourquoi ? Parce que ça sort vendredi, c'est-à-dire demain, et que je ne l'ai pas encore vu. Ah, mais je croyais que c'était vendredi dernier. Hélas, non. Hélas, j'avais une semaine d'avance. Mais peut-être as-tu accès en avant-première. Mais en tout cas, non. Alors, qu'est-ce que c'est ton coup de cœur, j'attends avec impatience. Alors, j'en ai même 2. Et donc, très rapidement, 2 coups de cœur. Le premier, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Hit and Run, ce qui voudrait dire en français délit de fuite, en fait, hein, Hit and Run. Et en fait, c'est une série qui est produite et avec comme acteur principal Lior Raz, qui est un Israélien que vous connaissez certainement dans la série Fauda.
Donc c'est le commando chauve, toujours un peu hargneux, etc. Et donc cette fois-ci c'est une série américaine qui a été tournée avec les moyens de Hollywood et des studios américains, donc beaucoup plus de moyens que les séries israéliennes. Il expliquait quand il a présenté ça, parce qu'il y a une petite explication, en fait qu'avec un épisode ils auraient fait une saison entière de Fauda par exemple. Mais bon, et en fait c'est l'histoire d'un ancien commando évidemment des services spéciaux israéliens qui est devenu guide touristique et qui a épousé une américaine blonde très, très mignonne, une danseuse, et qui se fait en fait tuer par une voiture. Et donc du coup il essaye de comprendre et d'aller un peu plus loin parce qu'il ne comprend pas comment ça s'est passé, etc. Donc ces personnes qui se sont enfuies et qui ont quitté le pays, ça peut rappeler, il y a eu un accident comme ça, mais c'était pas une série à suspense. Et donc après ça part, c'est la première saison, après il va aux États-Unis et puis il y a un problème avec différents services secrets et il comprend que sa femme n'est pas du tout qui il pensait qu'elle est. Et donc c'est passionnant, ça vous tient en haleine, il y a une dizaine d'épisodes et c'est vraiment très bien, je vous conseille sur Netflix, ceux qui aiment le suspense. Et après Hit and Run, yes. Et donc après très rapidement, parce que c'est juste la bande-annonce, on a eu droit, je crois hier, à la bande-annonce officielle du dernier Marvel, qui est Spider-Man No Way Home, pas de retour à la maison. Et donc c'est le troisième volume du nouveau Spider-Man repris par Marvel. Et regardez la bande-annonce, moi j'ai été totalement bluffé. Parce que ça mélange évidemment du Marvel, ça mélange des univers parallèles et du métaverse et du multiverse, puisque maintenant il y a plusieurs films Marvel qui se télescopent, et donc ça fait appel justement à ces univers parallèles, et les effets spéciaux, je crois qu'ils ont fait encore un grand saut dans la qualité des effets spéciaux. Donc je vous conseille ce Spider-Man No Way Home qui sort aux États-Unis le 17 décembre et les places seront en vente dès fin novembre parce qu'ils attendent un monde fou. Et en France, comme on a beaucoup de chance et que ça sort le mercredi, on aura ça le 15 décembre. Et donc vous pouvez aller prendre vos places et regarder ça dans une grande salle en IMAX ou en Dolby Digital. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Gilles, est-ce que tu as un coup de cœur cette semaine ? Non, mais je voudrais faire un petit retour en arrière. Vous vous souvenez du HomePod mini bleu et entre le bleu et le vert. Oui. La couleur réelle n'est apparemment pas celle de la photo. Assez étonnamment d'ailleurs pour Apple. Et si vous regardez la photo, la teinte des visuels qui sont publiés par Apple, et que vous regardez Foundation, je ne sais pas si c'est voulu, mais cette couleur, cette teinte de bleu-vert, de bleu canard est en permanence dans la série Foundation, chez tous les personnages. Regardez bien, c'est assez étonnant. D'accord. Ça, c'est de l'observation. Bon, et moi, mon coup de cœur, c'est un sac à dos qui sera présenté au CES 2022 dans un mois et demi à Las Vegas. Il a été teasé par Targus, son fabricant, pour une bonne raison, c'est qu'il a déjà décroché un Innovation Award du CES 2022, donc un de ces trophées de l'innovation. Alors la particularité de ce sac à dos, qui peut évidemment contenir un MacBook Pro, qui s'appelle le Cypress Hero EcoSmart, c'est d'abord qu'il est fabriqué à partir de 26 bouteilles d'eau en plastique recyclé, plutôt écolo. Et puis, il est équipé d'un tracker compatible avec l'appli localisée d'Apple. Alors, on ne sait pas encore quelle forme prend ce tracker, on ne sait pas combien d'autonomie il a. Mais en tout cas, ça vous permettra, en cas de vol ou de perte, peut-être de le retrouver, de le suivre à la trace. On va peut-être l'offrir à Guillaume Jette, comme ça il pourra mettre ses MacBook Pro à l'abri. En tout cas, on n'a pas encore le prix ni la dispo, mais on en saura plus début janvier au CES à Las Vegas.
C'est la fin de cet épisode 65 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci beaucoup Ellie, merci beaucoup Gilles, c'était très sympa de passer ce moment en votre compagnie les garçons. Avec plaisir, toujours ravi d'être là. Ouais, on attend les retours de nos deux agdo-fugueurs. Très bien. Alors Jean-Christophe, je ne sais pas, mais François sera là la semaine prochaine et je crois avec le test de sa table basse HomeKit Ikea. Qu'il a dû recevoir il y a quelques jours du côté de la Bretagne. Merci à nouveau à notre sponsor du jour, Clean My Mac X et son éditeur MacPo. Je vous redonne le code pour acheter cet utilitaire avec les 5% de réduction qui vous sont réservés, chers auditeurs d'iWeek. Il faut aller sur l'adresse suivante, macpo.app/iweek, macpaw.app/iweek. Vous obtiendrez donc Clean My Mac X tout en un aux 49 outils pour optimiser votre Mac, pour le garder au meilleur de sa forme. Vous obtiendrez donc Clean My Mac X pour 37,95 € avec une licence d'1 an. Merci de votre fidélité à iWeek. Je vous rappelle patreon.com/iWeek pour nous soutenir à partir d'1,50 € par semaine. Twitter @iWeekNews et le hashtag iWeekLSA. On se retrouve jeudi prochain avant 20h. Nous serons le 25 novembre 2021 et ce sera l'épisode 66. Très bonne fin de semaine. Bon week-end les amis. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye bye.